Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, les partis politiques risquent d'attendre encore longtemps avant d'obtenir la subvention promise par l'État haïtien concernant ces élections. Invités au CEP ce lundi, des responsables de partis n'ont pas réussi à remplir les formulaires nécessaires au démarrage du processus déjà retardé. La plateforme Vérité accuse des structures politiques proches du pouvoir, telles Bouclier PHTK, dans le cadre des violences enregistrées dans le cadre de la campagne électorale. Vérité demande au CEP de sanctionner les partis fautifs, comme le prévoit le décret électoral. Alors qu'il est accusé par des partis victimes, le PHTK dit condamner avec la plus grande véhémence les violences recensées un peu partout dans le pays au cours de la campagne électorale. Dans l'actualité également, installation d'un nouveau secrétaire d'État à la justice. Maître Ronald Pierre remplace Maître Jacquenet Auxilus dans cette fonction, promet de contribuer à la lutte contre la détention préventive prolongée. Autre nomination, celle de Martino Guerrier qui doit remplacer Stanislas Cantave-Neptune au poste de coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la drogue CONAD. Occupation américaine 100 ans plus tard, la République s'en souvient. Thème retenu par le ministère de la Culture et le MUPANA pour sensibiliser sur les impacts négatifs de l'occupation sur la situation actuelle du pays. À l'étranger, après sa visite au Kenya, le président américain est en Éthiopie depuis dimanche soir pour un séjour de 48 heures. Le terrorisme et le renforcement des liens économiques composant l'agenda de Barack Obama. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Plusieurs responsables de partis, regroupements de partis politiques se sont rendus en vain ce lundi au siège central du CEP à Pétionville dans l'idée de remplir le formulaire devant leur permettre de recevoir la subvention promise par l'État haïtien dans le cadre du scrutin de 2015. Un formulaire qui n'était pas disponible et qui a provoqué la frustration des responsables de structures politiques qui ont dit douter que le CEP aura la capacité de réaliser les élections aux dates fixées par le calendrier électoral. Il faut dire que les responsables des partis politiques présents ont toutefois reçu une lettre du CEP leur demandant de présenter les pièces légales de leur parti politique au moment de remplir le dit formulaire, jusqu'ici indisponible. Suivez en ce sens les réactions de Wilfried Michel et Daniel Petit, deux responsables de partis politiques présents au local du CEP ce lundi. Ils étaient au micro de Wesley Antoine et Maxo Joseph. Matin là, nous sommes passés dans le CEP parce que constaté lancé une lettre qui dit que pour les responsables des partis politiques, regroupement passer dans le CEP pour faire un plan formulaire, pour faire un décaissement pour financement partis politiques. Mais nous passons dans cette démagogie. Comment tu as fait dire, nous sommes des responsables partis politiques, nous sommes en pleine campagne pour candidats nous, pour faire nous déplacer depuis matin, nous venons jusqu'à maintenant, le formulaire n'est pas disponible. Qui est là disponible? Qui est là disponible? Ça montre que vraiment, le 9 août prochain, pas de bulletin disponible.
pas de bulletin disponible. Si vous avez déplacé au formulaire, c'est vous qui imprimé ou dit qu'il pas disponible. Et bulletin qui sorti juste dans le pays en Afrique qui pour venir Haïti qui est disponible là 9 août, pays a déplacé, moun a déplacé pour le voter, pas de bulletin disponible dans le centre de vote. Jusqu'à maintenant moi même dans le doute. Qui doute moi me doute qu'il y a bien élection vrai, pas bien élection dans le pays vrai. Ça veut dire dans l'être là, nous connaissons comprendre la lecture l'état très bien non. Même j'ai ton coup d'œil qui dit que selon le Premier ministre là est chargé des questions électorales aussi au CEP pour nous capables de présenter avec des pièces légales pour les partis politiques agréés. Et puis renoncer à l'article 125 du décret électoral relativement à la subvention que l'État promet pour les partis politiques. Bon, mais jusqu'à présent, beaucoup connaissent de quoi s'agit-il, de quoi il en est. Alors, vous êtes là pour être capable ici un formulaire. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de question de formulaire. Comme je dis, vous déjà envoyé une lettre dans l'email Patia. Nous parlons qui ça lettre l'a dit en attendant. Mais ça, nous recevons là, c'est uniquement les formalités pour remplir qui vous permettent que subvention l'État pour le bailler. Le premier tour des élections législatives, c'est dans 2 semaines et en vue de permettre aux électeurs de situer facilement leur centre de vote, le Conseil électoral provisoire rend disponible 4 numéros de téléphone 88 28, 88 29, 88 30 et 88 31. Ces numéros seront opérationnels dès demain mardi, a indiqué le porte-parole du CEP, Franz Bernardin, qui intervenait ce lundi dans le cadre des conférences de presse hebdomadaires de l'institution électorale. Par ailleurs, M. Bernardin a fait savoir que les conseillers électoraux sont en mission d'évaluation à travers les 10 départements du pays en vue de constater l'état d'avancement des mises en place relatives à la tenue des prochaines élections au niveau des différents départements. Franz Bernardin. Donc pour où voter, nous gagnons pour l'instant, nous avons 3, mais pour l'instant nous gagnons 2. Premièrement, c'est où voter, quel que soit mon nom, quel que soit mon nom, que c'est mon qui t'a changé d'adresse ou bien qui n'a pas changé d'adresse. Il y a un ensemble de numéros que le capable de faire. Ces numéros, c'est gratis. Pour rentrer en contact avec le centre d'appel, non, que on dit le call center, c'est là qu'il dit exactement qui va pour la voter. La baille numéro NIFLI. 4 numéros, ça, nous dit c'est gratis, nous soulignons. C'est 8828, donc 8828. Deuxième numéro, c'est 8829. Troisième, c'est 8830. Quatrième, c'est 8831. Donc, tout de ces devants, c'est 8828, 8829, 8830 et 8831. C'est gratis pour nous capables de relayer. OK. Donc, ensuite, nous avons l'autre moyen, c'est le site internet là tout, que vous êtes capable de faire. Site internet là, nous connaissons bien, lui-même. C'est www.cephaiti.ht. Vous êtes capable de faire n'importe quelle fenêtre qui est où voter, et puis il y a assez d'éléments, assez d'informations en ce qui concerne, ça nous relève où voter. Nous avons tout informé, que tous les membres du Conseil électoral provisoire sont en mission dans les différents départements. Pour qui ça? C'est d'abord pour capable faire évaluation comment le processus a déroulé, comment l'état d'avancement parce que jour J.A. a approché sérieusement ces moments, au même pour faire travail ça pour nous connaître exactement comment jour J.A. pied, qui travaille qu'a fait, comment au moins mise en place qui fait là pour un mot que le directeur de communication remédie pour le huilage de la machine électorale. La machine électorale progresse vers la réalisation du premier tour des législatives partielles programmées au 9 août 2015. Les bulletins de vote pour 9 des 10 départements du pays sont entrés en Haïti hier dimanche. Le département de l'Ouest, qui est pour l'instant dans l'attente, recevra ses bulletins d'ici à dimanche prochain, a informé le porte-parole du Conseil électoral provisoire. Franz Bernardin a ajouté que tout est pratiquement prêt au niveau du centre de tabulation. Réagissant aux actes de violence émaillant le processus électoral, M. Bernardin a annoncé que le CEP a diligenté une enquête en vue de déterminer le mobile de ces violences. Les précisions de Franz Bernardin. C'est que nous connaissons que hier, il y a environ 129 mâles qui rentraient avec des bulletins. Pour capable, au moins pour les 9 départements, et puis prochainement, dimanche prochain, il y a bien l'autre
cargaison encore qu'à rentrer dans 4 bulletins. Et CPA, le même premier travail que l'a fait avec ça, c'est un travail ça crée au moins contrôle de la qualité pour exactement qualité de travail là, comment créer. À partir de là, quelqu'un pour réagir, bail entreprise qui était fait là pour exactement satisfaction, si gagné. Et puis dimanche prochain, c'est arrivé de l'autre cargaison. Pour le centre de tabulation de vote, tout travail au fait, il fait prêt. Contrairement à ça qu'a dit, il a dit que tout bagage est prêt. La dernière, demain, si Dieu veut, pour les nouveaux, il y a fait des exercices de simulation qui testent, à foncer de tests avec eux particulièrement demain. Et puis après demain, c'est anciens et nouveaux qui ensemble pour travailler, capable d'initier au niveau du centre de tabulation et de vote. C'est pour violence. Donc CPA a gagné une enquête que le diligenté pour avoir bien assez d'informations pour connaître est-ce que les lié avec l'élection directement. Donc à partir de là, il est capable de donner des informations parce que pas capable de substituer à la police, il n'est pas capable de substituer au judiciaire. Donc enquête a fait pour répondre exactement. À partir du moment où il y a des précisions, la prendre comment pour être capable d'intervenir parce que l'île n'est pas capable de prendre place et la police. Haïti élection toujours, le vice-président du conseil électoral provisoire était en tournée dans le département du Sud-Est le week-end dernier afin d'évaluer le fonctionnement du processus électoral dans cette région du pays. Outre les superviseurs électoraux qui seront déployés sur place, Pierre Maniga Junior annonce qu'un conseiller électoral sera présent dans chaque chef-lieu du département à l'occasion du premier tour des législatives le 9 août prochain. Plus de précisions avec notre correspondant permanent à Jacmel, René Voltaire. Vice-président conseil électoral provisoire Pierre Maniga Junior, dans tête une délégation entreprendre une tournée dans le département sud-est là dimanche 26 juillet 2015. C'est dans l'objectif de garder si machine électorale n'a pas gagné, rien li manqué puisque a gagné présence un conseiller dans la région. Ensuite, il gagné l'idée sous déroulement examen superviseur parce que formation doit démarrer très prochainement. Dans visite Bec Marigoa délégation KEPA, te rendu visite solidarité famille candidat magistrat Pierre Lafont qui était tombé en babal. Questionnel sous vague insécurité électorale sud-est, Pierre Maniga Junior fait connaître tout candidat qui déposait plainte formelle et qui arrivait dans KEPA, il a retiré dans la course là, quel que soit l'heure ça t'est arrivé. Moun a dit dans la radio que un tel fait tel bagaille, moun a marché avec ZAM, moun a marché avec matériel l'État, mais beaucoup jamais joindre un document formel que la justice, moi dit libre relever ça et m'bao garantie depuis ça, mon l'a tombé en bas décret électoral là, il a broté là. Dans évaluation visite là, constater besoin yo toujours fait sentir mais ça li pas en pile. Cependant, il a arrangé yo. La plateforme Vérité annonce pour le 29 juillet prochain une manifestation dans les rues de la capitale pour dénoncer les actes de violence enregistrés en pleine période de campagne électorale. Cette marche qui partira de Delma 33 et aboutira à Pétionville devant le siège du Conseil électoral provisoire sera aussi l'occasion pour les membres de la plateforme politique de dénoncer des attaques dont sont l'objet ces candidats et sympathisants. Les membres de la plateforme disent déplorer, je cite, la passivité de l'institution électorale dans cette situation. Ludmilla Marc et Yvon Seïd nous font un reportage. 3 jeunes couleurs d'affiches électorales sympathisants de la plateforme Vérité froidement abattus à Carrefour le 22 juillet dernier. Des pancartes de la plateforme Vérité déchirées, les images des candidats masqués à l'encre noire ou rouge dans diverses zones de la capitale. Des actes d'intimidation dénoncent les dirigeants de la plateforme politique qui accusent des structures politiques proches du pouvoir comme Bouclier et PHTK. Le candidat à la députation de la 3e circonscription de Port-au-Prince, Wilner Joseph, exhorte le CEP à appliquer l'article 192 du décret électoral qui exige le renvoi de tout parti politique mêlé à des actes de violence. Par exemple, il y a des réunions qui fait dans le Nord. Mon candidat PHTK, lui, utilisons la plateforme Vérité pour la faire espion et pour faire assassiner des gens qui ont rapport avec la plateforme Vérité. Nous ne pouvons pas prendre silence ça. Pour qui ça, à longueur de journée, nous avons des victimes et que personne ne peut jamais dire. Quand il n'y a pas de gens pour communiquer, pour même rappeler à l'ordre, les gens qui ont tué
sympathisants, plateforme vérité, moun qui persécuté, sympathisants, plateforme vérité. Donc, nous avons demandé qu'à utiliser la loi, moun qui fait violence pour écarter dans ça. Jacques Beauville, candidat à la députation de Carrefour, qui a perdu 4 supporters lors de la fusillade du 22 juillet dernier à Carrefour, et candidat victime, minimise des tentatives pour l'empêcher de faire campagne. Sans eau, pas doit rouler comme ça. Qu'est-ce que ça c'est évidemment engrais et ça fait pas mener campagne là des gens. Donc nous mener campagne là tout à fait azimut dans tout coin pour nous arriver pour des victoires. Dis-moi pas peur. Campagne c'est discours. Campagne, c'est vision. Campagne, c'est projet pour la société qui doit vivre. Ce n'est pas violence. Nous choisissons la non-violence pour nous capables plus fort. Donc, moi, je dis bien, élection, c'est le verbe compter. C'est compter les dettes, mais non couper les dettes. Selon la plateforme Vérité, seules les structures proches du pouvoir font campagne sans inquiétude. La plateforme annonce pour ce mercredi une grande manifestation à Port-au-Prince en vue de dire non à ces dérives. Soulignons que dans un communiqué publié ce lundi, le directoire de la plateforme PHTK dit condamner avec la plus grande véhémence les actes de violence enregistrés un peu partout dans le pays au cours de la campagne électorale. La plateforme PHTK, qui présente ses sympathies aux partis politiques victimes ainsi qu'aux victimes eux-mêmes et à leurs parents, en appelle à l'esprit de tolérance de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral ainsi qu'à leurs partisans et sympathisants afin que la population puisse s'exprimer librement et en toute quiétude à travers les urnes. Lit-on dans la note, la plateforme PHTK demeure convaincue que le strict respect des principes démocratiques et la confrontation saine des idées contraires sont les seules garanties pouvant nous conduire vers des élections libres, démocratiques et inclusives en vue de renouveler le personnel politique, conclut le communiqué du PHTK proche du pouvoir. Nous l'avions annoncé en titre, un nouveau secrétaire d'État à la justice a été installé ce lundi dans ses fonctions. Maître Ronald Sibert vient remplacer Maître Jacques-Né Auxilus à ce poste. C'est le ministre de la Justice qui a procédé à cette installation. Pierre-Richard Casimir a attiré l'attention du nouveau secrétaire d'État de la Justice sur l'opération Coup de poing lancée contre la détention préventive prolongée. Cette opération porte actuellement une attention particulière au dossier des femmes et des enfants, a insisté le ministre qui dit espérer que Maître Sibert va l'aider à combattre ce fléau récurrent qu'est la détention préventive prolongée. Le travail est long, dit-il, et réclame beaucoup de bras. Pour sa part, le nouveau secrétaire d'État à la justice a remercié le président de la République, Michel Martelly, et le Premier ministre Evans Paul qui ont fait choix de lui. Il a promis d'être un travailleur ardu et un collaborateur utile pour le ministre. Rappelant ses 3 ans d'expérience comme encadreur au programme d'assistance légale au sein du barreau de Port-au-Prince, Maître Sibert s'est dit très conscient du problème de la détention préventive prolongée. Il promet de s'atteler à la tâche et de se montrer efficace dans tous les dossiers dont il aura la charge. Autre nouvelle vers le développement du secteur agricole en Haïti, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, ont organisé ce lundi un atelier de validation de l'unité de promotion des investissements privés du secteur agricole. L'UPISA chargera de créer un dialogue et d'assurer le partenariat entre les institutions publiques et privées, à en croire le ministre de l'Agriculture. Fresnia Dorsin estime que l'investissement privé haïtien garantira la croissance économique pour le développement du pays. Les explications de Fresnia Dorsin ont été recueillies par Ephésien Mathieu. Aujourd'hui, nous avons dit, nous, avec la commission interministérielle d'investissement qui est là dans le ministère des Finances, ministère du Commerce et tout l'autre ministère sectoriel, nous réussi à valider en dans l'État 32 projets d'investissement privé qui te fait espérer un investissement autour de 600 millions de dollars d'investissement. Mais à date, rapport où on a présenté le premier bilan, nous avons dit que nous autour de 102 millions de dollars d'investissement parce que faut nous comprendre qu'il y a des projets que nous espéré que tu as commencé depuis avant ça, mais des contraintes administratives et des contraintes par rapport après l'argent que tu as besoin, pas disponible. Mais je dis, nous sommes présentés un bilan,
sous un projet, le premier projet que nous avons commencé, c'était un projet que nous avons dans la Tibonite, Timalis. Et je dis à Timalis, ça a des résultats dans la Tibonite. Côté, non seulement, il crée croissance économique dans la Tibonite, il permet de planter plus du riz, mais il baille la paix sociale. Deuxième projet que nous avons validé, que nous avons rencontré, c'est un projet qui est Agri-Success pour nous mettre des bananes dans les organes, grand guave, petit guave. Et nous sommes présentés là, le projet ça est dans la première année d'investissement. Et côté projet ça aujourd'hui, il a travaillé sur 2000 hectares de bananes, côté drainage à fait, côté ferme expérimentale là, qui est mis en place. Et je ne pas parler de projet Agritrans SA que nous connaissons dans le Nord-Est, qui pratiquement commencé dans la première phase de production. Dans la même filière banane, nous avons deux autres projets, tant que Replada, Anapa, qui pratiquement travaillé sur 1000 hectares. Donc nous espérons, dans la filière banane seulement, le ministère de l'Agriculture a accompagné 4 à 5 investisseurs. Côté nous espérons une superficie couverte en banane de entre 2500, même jusqu'à 4000 hectares de bananes. Autre information, poursuite des échantillonnages du lot de farine de blé importé, puis mise en quarantaine après un premier test ayant révélé la non-conformité à la consommation. Pour le ministre du Commerce et de l'Industrie, on ne peut pas parler de saisie du stock vu que, dit-il, Haïti est signataire d'un ensemble de conventions dont celle de l'Organisation mondiale du commerce. Jude RVD précise que les traités de l'OMC exigent les différentes étapes à franchir afin d'arriver à une dénonciation systématique. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jude RVD, au micro de Éphésiens. Mathieu. Après dénonciation, en respect avec la convention que nous signons dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, il y a un ensemble d'étapes qui pour franchir pour arriver à dénonciation formelle là, en ciblant éventuellement importateurs qui permettent que le produit ça retrouve souterrain. Et moi, j'ai insisté sur le dernier point de vue ça, que l'industrie externe a mis en place une fabrication côté nous déceler des composantes qui portent atteinte à la santé de la population, c'est un niveau. Mais deuxième niveau, il faut qu'on accepte, ce n'est pas un lait qu'on a vu passer, il a des produits sous territoire, c'est un importateur qui fait le rentrer sous territoire. Donc nous invitons les importateurs à informer les fournisseurs là que le produit n'est pas recevable, le produit l'a frappé de quarantaine. Nous ne pouvons pas accepter que le produit ça, que l'importateur ça, que nous identifions, recevoir, capable d'écouler tout autant nous avons un certificat de conformité que nous demandons tant importateurs à produire nous et que l'importateur lui-même a l'obligation obtenue de fournisseurs là. Mais nous pouvons aller par étapes parce qu'il faut nous comprendre que dans le cadre de mondialisation que nous avons, Haïti est signataire de pile convention. Et une convention, c'est la Convention Organisation mondiale du commerce qui exigeait toute étape qui vous suivent avant qu'on arrive à une dénonciation systématique. Donc c'est l'étape qu'on a suivie. Nous ne pouvons pas parler de saisie, nous avons parlé de mise en quarantaine de produits, que un échantillonnage qui fait, qui prouvait que le produit a gagné des composantes qui sont propres à la consommation. Produit en quarantaine relevée de responsabilité du ministère de l'Agriculture. Donc l'échantillonnage va continuer fait. S'il est révélé qu'au-delà de deuxième constat, même produit ça a présenté même altération, le produit a juste éliminé carrément. Le ministère de l'Agriculture a pris les dispositions et l'a informé public là en temps opportun. Rappelons que dans un communiqué conjoint, Jude RVD, ministre du Commerce, Florence Duperval-Guillaume, ministre de la Santé, et Frisnia Dorsin, ministre de l'Agriculture, avaient avisé le public, les producteurs et importateurs de farine de blé en particulier, qu'un lot de farine importée contient du bromate de potassium et de l'azodicarbonamide à un taux très élevé, nocif à la santé humaine. Autre info, selon le dernier rapport publié par l'OMPES en décembre 2014, 58,5% de la population sont en situation de pauvreté, soit un taux de 24% de la population vit dans la pauvreté extrême. Dans l'objectif d'actualiser ces informations relatives à la pauvreté en Haïti, l'Observatoire de la pauvreté et de l'exclusion sociale, OMPES, a organisé du 5 au 12 juillet 2015 dans le département du Nord-Ouest une opération pilote de collecte de données en vue de tester une méthodologie qui sera adoptée dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle carte de pauvreté dans le pays. Cette opération a été cofinancée par l'État haïtien et l'Union européenne à plus de 10 millions de gourdes, selon ce qu'a fait savoir la coordonnatrice générale de l'institution, Shirley Augustin. Ses précisions au micro de Pierre-Lunique Revange et Wendy Henry.
C'est un projet d'envergure que nous voulons faire avec la carte de pauvreté. Ok, c'est pas un projet petit que lié, c'est un projet d'envergure. Mais en attendant grand lancement opération ça, et nous avons une chance et aller dans le département nord-ouest là, c'est-à-dire Port-de-Paix et toutes 39 sections communales, nous avons déployé environ une centaine d'agents qui allaient dans 39 sections communales pour nous tester méthodologie ça. Donc ça c'était une opération pilote que nous avons fait dans le département du nord-ouest qui était faite du 5 au 12 juillet. Donc actuellement données au fin collectées, agents retournés et nous avons une équipe technique nous travaille sur traitement de données, sur apurement de données et sur élaboration rapport de pilote ça. Donc c'est pour un rapport complet carte de pauvreté parce qu'il faut aller sur tout notre territoire mais pour le moment nous tester méthodologie. L'opération nous a coûté plus de 10 millions de gouttes et il faut spécifier que 60% d'un fonds ça été financé par le Trésor public. Okay, à travers le ministère de la Planification et 40% d'un fonds ça été financé par l'Union européenne à travers le programme statistique minimum ça que m'était parlé nous de ça. Un mot d'éducation, publication par le ministère de l'Éducation nationale des résultats des examens officiels de la classe de terminale dans 9 départements du pays. Le département du Nord-Est affiche la meilleure performance avec un taux de réussite de 80,56%. S'en suivent les départements du Centre, 67,48%, du Sud-Est, 65,02%, du Sud, 61,31%, de l'Artibonite, 61,01%, d'Enip, 59,03%, du Nord, 56,88%, du Nord-Ouest, 48,58%. Le département de la Grand'Anse affiche le plus faible taux de réussite avec 42,03% parmi les 9 départements pour lesquels le MEF a publié les résultats, d'autant que pour le département de l'Ouest, les résultats sont jusqu'ici dans l'attente. Autre information, à l'initiative conjointe du ministère de la Culture et de la direction du musée du Panthéon national haïtien, une conférence débat s'est tenue ce lundi en prélude de la commémoration du centenaire de l'occupation américaine en Haïti. Occupation américaine 100 ans plus tard, la République s'en souvient. Tel est le thème retenu par les organisateurs afin de sensibiliser le secteur estudiantine sur les impacts négatifs de cette occupation sur le pays. Des intervenants comme le professeur Hirold Toussaint, les historiens Georges Michel et Pierre Buteau ont constitué le panel. La ministre de la Culture, dans son intervention, estime qu'il faut raviver dans la mémoire collective la lutte réussie des Haïtiens qui se sont opposés à cette occupation. Les propos de Ditni Joanne Raton au micro de Pierre-Lunique Revange et Wendy Henry. J'estime qu'aujourd'hui, nous devons profiter de cette journée de réflexion pour raviver la mémoire collective sur l'histoire des luttes menées par les opposants à l'occupation américaine de 1915 et plus précisément pour nous souvenir de la farouche détermination de Jean Sylvain et aussi de la lutte menée par les capots pour la reconquête de la souveraineté nationale. Faut-il se souvenir des épreuves elles-mêmes et des conditions durant lesquelles elles nous atteignent? Ce questionnement, mesdames et messieurs, me fait penser à l'actuelle garde des Sceaux de la France, Madame Christiane Taubira, qui eut à dire, et je paraphrase, l'important, ce n'est pas ce qu'ils ont fait de vous, mais ce que vous faites de ce qu'ils ont fait de vous. 100 ans après, regardons plutôt comment est-on arrivé à ces 19 ans. Qu'est-ce que nous avons fait de ces 19 ans? À mon sens, je crois que ce sont les questions essentielles qu'il faudrait poser à ce stade. Le professeur Hirold Toussaint n'a pas mâché ses mots pour dénoncer ce qu'il appelle la soumission de nos hommes politiques face aux étrangers, notamment les États-Unis d'Amérique. Le sociologue déplore que jusqu'à présent,
Des responsables haïtiens doivent attendre l'approbation de l'ambassade américaine avant de décider quoi que ce soit pour le pays. Le professeur Harold Toussaint. Tout n'est qu'à essayer et faire gédou. Toute ambassade. Et c'est rarement dans l'histoire pays de 1915 à nos jours qu'on est entré dans le palais national sans la bénédiction de Washington. C'est extrêmement important, parce que là, élément ça est important. Et au niveau technologique, c'est même bagarre là. Et au niveau culturel, même religieuse, c'est même bagarre là, parce que c'est à partir de l'occupation américaine que il y a plus sectes protestantes qui rentrent dans le pays. Donc, au niveau religieux, de tous côtés, on a dit, nous avons un gros loi. Donc, l'occupation américaine, non, États-Unis, ils ont un regard direct sur le pays. Ça veut dire que, nous marrer dans le pied table américain. Mais écoutez, mais nous avons des yeux, nous avons fait une analyse. C'est-à-dire, donc, tout n'est formé en l'ordre avec les États-Unis, c'est ça. Et il y a un élément dans la Convention 1915 là. Ouais? En 1915, il y a une convention entre deux pays. Les États-Unis ont empêché que Haïtiens aient une série de types de contrats, que les Haïtiens n'ont pas gagné avec l'autre pays. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Après sa visite au Kenya, le président américain Barack Obama est arrivé dimanche soir en Éthiopie pour un séjour de 48 heures. Une première pour un président américain. Les questions de terrorisme et le renforcement des liens économiques composent l'agenda du président américain qui demande aux pays de l'Afrique de l'Est de continuer d'affaiblir les terroristes et de maintenir la pression sur les insurgés. Détail avec nos confrères d'Euronews. La lutte contre les islamistes somaliens et le renforcement des liens économiques, voilà les deux grands thèmes abordés ce lundi en Éthiopie, où un président américain se rend pour la première fois. Barack Obama est arrivé dimanche soir à Addis Abeba, dans un pays où la Chine investit énormément. Pékin est d'ailleurs le premier partenaire commercial de l'Afrique. Les États-Unis sont un partenaire stratégique dans de nombreux domaines, a expliqué le Premier ministre. Et s'il y a eu un début encourageant d'investissement de qualité de la part des États-Unis, autant que nous le désirons, ça s'est ralenti. Notre coopération en matière sécuritaire consiste à repousser l'extrémisme violent, a rajouté Barack Obama. L'Éthiopie fait face à de graves menaces et sa contribution à la mission de l'Union africaine en Somalie a affaibli les Chebabs. Mais l'attentat d'hier à Mogadiscio nous rappelle que des groupes terroristes comme les Chebabs n'offrent que la mort et la destruction et qu'ils doivent être stoppés. Barack Obama devait s'entretenir aussi ce lundi avec plusieurs dirigeants africains de la situation au Soudan du Sud voisin, déchiré depuis plusieurs années par une sanglante guerre civile. Découverte d'une nouvelle fosse commune au Mexique. Au moins 129 corps ont été découverts dans l'état de Guerrero. Ces gens, ce seraient des victimes de narcotrafiquants qui occupent cette région. Reportage Euronews. La série noire des fosses communes continue au Mexique. 60 nouveaux trous contenant les restes d'au moins 129 corps ont été découverts dans l'état de Guerrero. Ces individus pourraient avoir été victimes des narcotrafiquants qui sévissent dans la région, mais rien n'indique qu'ils aient un lien avec l'affaire des 43 étudiants disparus le 26 septembre dernier. Cette nouvelle découverte macabre a toutefois été réalisée au cours de fouilles réalisées pour l'enquête sur ces disparitions. Pour marquer les 10 mois de l'événement, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Mexico pour réclamer justice en brandissant des portraits de leurs proches. Nous exigeons qu'ils nous les rendent. Cela fait 10 mois qu'ils nous disent ce qu'ils attendent de nous. Nous sommes ici comme parents, ils doivent nous rendre nos enfants. Cette marche survient alors que vient d'être publié un rapport d'une commission indépendante soulignant de graves dysfonctionnements dans l'enquête. Plus de 20 000 personnes sont aujourd'hui portées disparues au Mexique.
À l'étranger, toujours 3 ans après la mort de sa mère, Bobbi Kristina Brown, la fille unique de l'ancienne diva américaine de la chanson Whitney Houston, s'est éteinte hier dimanche 26 juillet à l'âge de 22 ans dans un hôpital à Duluth en Géorgie. Bobbi Kristina Brown avait été trouvée inconsciente dans sa baignoire le 31 janvier dernier à son domicile d'Atlanta. Elle avait été ramenée d'urgence mais avait perdu une partie importante de ses fonctions cérébrales et était restée dans le coma depuis. Euronews. La fille de Whitney Houston s'est éteinte cette nuit dans l'État de Géorgie. Bobbi Kristina Brown, 22 ans, était plongée dans le coma depuis près de 6 mois. Elle avait été retrouvée inconsciente dans sa baignoire à Atlanta le 31 janvier dernier, avant d'être hospitalisée dans un hospice de Duluth. Elle avait été ranimée par des équipes d'urgence, mais avait perdu une partie importante de ses fonctions cérébrales. La police privilégie la piste d'une overdose. Un drame qui n'est pas sans rappeler le décès de sa mère. Whitney Houston avait été trouvée morte dans une baignoire de Los Angeles le 11 février 2012, la veille d'une cérémonie des Grammy Awards. Selon le médecin légiste, la chanteuse avait sans doute fait une overdose d'alcool et de drogue avant de se noyer. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Les partis politiques risquent d'attendre encore longtemps avant d'obtenir la subvention promise par l'État haïtien concernant ces élections. Invités au CEP ce lundi, des responsables de partis n'ont pas réussi à remplir les formulaires nécessaires au démarrage du processus déjà retardé. La plateforme Vérité accuse des structures politiques proches du pouvoir, telles Bouclier PHTK, dans le cadre des violences enregistrées dans le cadre de la campagne électorale. Vérité demande au CEP de sanctionner les partis fautifs comme le prévoit le décret électoral. Alors qu'il est accusé par des partis victimes, le PHTK dit condamner avec la plus grande véhémence les actes de violence recensés un peu partout dans le pays au cours de la campagne électorale. Dans l'actualité également, installation de nouveaux secrétaires d'État à la justice. Maître Ronald Sibert, qui remplace Maître Jacques Auxilius dans cette fonction, promet de contribuer à la lutte contre la détention préventive prolongée. Autre nomination, celle de Martino Guerrier, qui doit remplacer Stanislas Cantave-Neptune au poste de coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la drogue, CONALD. Occupation américaine, 100 ans plus tard, la République s'en souvient, thème retenu par le ministère de la Culture et le MUPANA pour sensibiliser sur les impacts négatifs de l'occupation sur la situation actuelle du pays. À l'étranger, après sa visite au Kenya, le président américain est en Éthiopie depuis dimanche soir pour un séjour de 48 heures. Le terrorisme et le renforcement des liens économiques composent l'agenda de Barack Obama. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité et très bonne suite de programmation sur Télésignal.